l'École nationale de la magistrature est en train de travailler à une formation spécifique, bien sûr pour les futurs parquetiers de ce PNACO, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés aux cryptoactifs, qui se démocratisent, comme vous l'avez dit, dans tous les dossiers. Même si, il faut se l'avouer entre nous, Madame la rapporteure, une grande partie encore de la fraude, de la délinquance du quotidien, même des réseaux criminels, sont une fraude d'argent liquide. Alors évidemment, les cryptos, ça prendra de plus en plus de place, ça demande beaucoup de complexité, mais l'argent liquide, c'est quand même le sujet principal. D'ailleurs, je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple: la fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de la livraison de drogue, mais une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent quand on est bon les cryptoactifs, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. Parce qu'aujourd'hui, sans doute, ce que nous devons comprendre, c'est où va cet argent liquide et comment il est transformé en dehors de notre pays en vrai argent, si j'ose dire. C'est bien qu'il y a des réseaux peut-être communautaires de commerce. On le voit parfois, vous l'avez peut-être vu dans un documentaire qui s'appelle 200 et d'argent. Et il se trouve que j'étais le ministre des Comptes publics en charge de la douane et Tracfin lorsqu'on a mis en place ces enquêtes très importantes, même si la série est un peu romancée, mais elle résume assez bien ce qu'était la fraude, notamment au carbone, que l'administration avait en effet dans les mandats précédents pas vu. Madame Bécache, qui aujourd'hui est procureur général de Rouen, était ma responsable de service aux douanes et capable de voir qu'on a découvert qu'il y avait de l'argent liquide qui était en très grosse somme donné parfois à des commerces communautaires. On le voit d'ailleurs dans la série, et transformé par une forme de banque parallèle qui n'était déclarée nulle part en argent de l'autre côté du monde. Ça, c'est quand même quelque chose qui devrait tous nous intéresser. Je prends un autre exemple. Je suis allé au Luxembourg cette semaine. La semaine dernière, le trafic de drogue est très important désormais au Luxembourg, notamment autour de la gare de Luxembourg. La drogue vient de Guyane et d'Amérique du Sud, arrivée par les mules, et ce sont des Nigérians, d'après la ministre de la Justice et le procureur général du duché de Luxembourg qui l'évoquent. Ce sont des Nigérians qui sont dans l'est de la France, qui acheminent ou retrouvent cette drogue au Luxembourg. Beaucoup d'argent liquide. Quand ils attrapent un collecteur, c'est 70 000, 80 000, 100 000 euros dans le train en revenant de Luxembourg pour sans doute 1 ou 2 journées de point de deal. On voit bien qu'il y a des millions d'euros qui, entre le duché de Luxembourg et l'est de la France, circulent sans que nous le retrouvions jamais ensuite. Et si on multiplie ça par le nombre de points de deal ou par le nombre d'endroits où il y a de la drogue, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'argent liquide dont on ne voit pas comment ils sont transformés en argent qu'on ne voit plus. Alors les cryptoactifs sont sans doute une partie de la réponse, mais c'est sans doute pas la majorité, en tout cas aujourd'hui. Donc à la fois le crypto qu'il faut former, et puis surtout d'essayer de découvrir ces circuits parallèles d'argent liquide qui passent par d'autres endroits que ce que nous regardons. Nous regardons les notaires, nous regardons les banques, nous regardons les assurances, nous regardons l'immobilier. Manifestement, il y a plus grand monde qui passe par là pour blanchir son argent. Voilà. Le troisième sujet, c'est les questions que vous posez sur le travail européen des parquets et notamment autour des questions des ports et pourquoi pas des aéroports. Les ports sont les lieux, et notamment les ports du nord de l'Europe, où arrive la drogue. Et de manière générale, toutes les marchandises illicites, un peu en France, même si on a fait beaucoup de travail, beaucoup, vous le savez bien, dans les ports flamands de Belgique et de Pays-Bas, pour plein de raisons, logistiques et aussi de manque de contrôle. Alors, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, il y avait une initiative qui a été prise par ma collègue belge, Anis van Linden, qui était élue d'Anvers, elle s'y connaissait, sur une sorte d'alliance des polices pour les ports, de contrôle. Et des efforts ont été faits, même s'ils méritent d'être accentués. Il se trouve que Madame van Linden, qui a été ministre de l'Intérieur de Belgique pendant 4 ans, est désormais ministre de la Justice de Belgique. Et nous sommes retrouvés, donc chacun est exactement une sorte de suivi, et nous partageons nos différences de changement de poste ministériel. Et on a conclu très vite, quand on a été tous les deux nommés à peu près en même temps, qu'il fallait faire la même chose sur la coopération judiciaire. Il y a une proposition de résolution d'un parquet européen qui est discutée, même si ça ne règle pas tout à fait le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une coopération judiciaire entre parquets dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment, ce qui n'est pas tout à fait organisé aujourd'hui.
Ce que j'ai proposé à ma collègue belge, et c'était l'objet de mon déplacement en Amérique du Sud, et j'y retourne d'ailleurs dans 3 semaines au Pérou, dont vous savez que c'est un pays qui connaît énormément désormais de difficultés autour de la drogue, et en Colombie, qui est, je ne vais pas vous faire un dessin, un pays très intéressant pour nous aussi. Nous pensons, nous, qu'il vaut mieux une coopération entre les 5-6 pays les plus touchés par la logistique de la drogue, Belgique, Pays-Bas, France, Italie, Espagne, et les 5 pays les plus concernés par la production de la drogue, notamment la cocaïne, et notamment le Brésil, parce que c'est un immense pays qui essaie de lutter contre le narcotrafic, mais c'est le cas évidemment du Pérou, du Mexique, de la Colombie, s'il accepte de venir. On pense que la coopération, alors évidemment politique, elle est importante, mais surtout entre les parquets, je l'imagine plus transnationale que européenne, si vous voyez ce que je veux dire, me paraît efficace pour suivre les cheminements de la drogue et donc de l'argent. Enfin, vous m'avez posé la question de ces dossiers clos et qu'est-ce qu'on en fait. Je pense que c'est vraiment le problème du ministère ou des ministères de la justice, c'est que nous saisissons énormément de données. Nous avons énormément de témoignages, énormément de procès-verbaux, énormément de noms cités. Et puis quand le dossier est clos, il est d'abord pas numérisé. Et ensuite, effectivement, il ne sert pas à autre chose. Bon, je prends l'exemple de l'affaire Amra. Je ne sais pas comment les choses vont se terminer, mais il y a des montants extrêmement importants de données qui ont été saisis par la police judiciaire, d'affaires qui ne concernent sans doute pas directement monsieur Amra, mais bien d'autres affaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Comment on les exploite? Dans les dossiers qui sont clos, comment on récupère un certain nombre de données? Donc ça, je pense que vous avez parfaitement raison de dire que c'est le renseignement criminel qui nous manque. Il faut donc que nous ayons au niveau français et au niveau européen, sans doute, une IA qui nous permette de pouvoir évoquer des hits entre des dossiers, des noms, des procès-verbaux, des lieux, des numéros de téléphone, qui permettent au service enquêteur, bien sûr, et au service judiciaire, au renseignement criminel judiciaire, d'être efficace. Alors c'est encore mieux quand c'est donné à Europol ou à Interpol, parce qu'évidemment les données sont encore plus importantes. D'ailleurs, Europol ou Interpol sait faire des choses qu'on ne sait pas faire par une législation qui ne dépend pas tout à fait que de nous. Mais c'est certain que ces dossiers clos doivent servir. Alors évidemment, il y a la protection des données personnelles, il y a parfois des sujets de liberté individuelle qu'il faut bien peser. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous que nous possédons, au ministère de la Justice, une masse d'informations que nous n'exploitons pas. Et si nous multiplions par le nombre de pays européens, sans doute que nous retrouverions beaucoup de nos amis.